Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis d'être avec vous pour une nouvelle émission de Bonjour le Faso. Alors bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, dans la rubrique à la découverte 2, et cette semaine, vous savez, nous sommes installés au niveau du ranch au gibier de Nazenga pour vous faire découvrir ce ranch. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Quant à la revue de presse, elle est présentée aujourd'hui par Adèle Semporé que nous allons retrouver tout à l'heure. Nous parlons de l'actualité, notamment de cette tractation entre le Mali et la CEDEAO avec notre invité du jour. Il s'agit donc de Monsieur Roland Bayala, le porte-parole de la COPABF, la coalition des patriotes africains du Burkina Faso. Nous en parlerons donc avec notre invité. Dans la chronique Nœud sur la société, nous nous intéressons à l'apprentissage des métiers dès les écoles. Ça sera dans la rubrique Nœud sur la société avec Serge Youssef Ouidragou. Nous recevons également des annonceurs sur ce plateau pour parler de leur événement et de leur formation à venir. Merci de nous renouveler votre fidélité et c'est parti tout de suite et maintenant pour la première rubrique à la découverte 2. Et pour la rubrique à la découverte de cette semaine, nous sommes installés au niveau du ranch au gibier du moins de Nazenga pour vous faire découvrir ce ranch de gibier de Nazenga. Aujourd'hui, je vous invite à suivre le témoignage d'un des responsables de la visite. Il s'agit de M. Ousseini Ganem Touré qui nous parle de ce ranch de gibier de Nazenga. La forêt classée et ranch de gibier de Nazenga, disons que c'est une aire protégée de la catégorie 6 de l'UICN qui a été créée depuis 1972, d'abord en forêt classée, et depuis les années 1998, elle est devenue une forêt classée et ranch de gibier de Nazenga. C'est-à-dire depuis lors, c'est le volet valorisation à travers le tourisme de chasse, le tourisme de vision, l'exploitation piscicole et autres ressources qui est un petit peu mis en exergue. Disons que le cas de Nazenga, c'est une école dans la sous-région. C'est le tout premier ranch d'une telle capacité dans la sous-région. Et la particularité ici, c'est que nous avons toutes les espèces fauniques présentes au Burkina et voire dans la sous-région, ici à Nazenga. On peut citer entre autres l'éléphant qui est caractéristique de Nazenga. Nous avons les corps de biffon, les kobas, les défassas, les buffles, les deux types d'hyènes. Nous avons les liènes tachetées, nous avons les liènes rayées, nous avons aussi les crocodiles, nous avons les facos, nous avons au moins une quarantaine de variétés d'oiseaux. Au niveau de la flore aussi, disons que la flore de Nazenga c'est une forêt de type savanicole avec beaucoup de galeries forestières compte tenu des plans d'eau dans le golfe Nazenga. Vous écoutiez à l'instant M. Ousseini Ganem Touré. Il est un des guides au niveau du ranch de gibier de Nazenga, un ranch que nous visitons cette semaine pour la rubrique à la découverte de. Merci à Fatih Sankara qui était de la visite pour nous. Pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause musicale, le temps d'installer Adèle pour la revue de presse et je vous laisse aux soins du réalisateur du jour. Et nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité et c'est à travers la revue de presse. Revue de presse présentée aujourd'hui par Adèle Semporé que nous retrouvons à présent. Bonjour Adèle. Bonjour Abzeta, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? Eh bien, pour découvrir justement l'actualité traitée par les quotidiens, découvrons tout d'abord la une de aujourd'hui au Faso. Procès Thomas Sankara, Aziz Fall, Thierry Secrétan et 7 témoins par visioconférence qui accable Salifou
L'autorité nationale des États membres du Conseil de l'Entente Ouagadougou abrite la 53e réunion annuelle des directeurs généraux. Situation sécuritaire dans le BAM, Namsigyan asphyxié de jour en jour. République du Mali aux sanctions CEDEAO-UEMOA. Réplique du Mali aux sanctions CEDEAO-UEMOA. Sur quoi et qui compte la transition pour résister? Aujourd'hui, au Faso pose la question. Passons à l'observateur Palga. À la une de ce canard, Cameroun-Burkina Faso pour parler de la confrontation à l'occasion de la CAN Cameroun 2021. Cameroun-Burkina 2-1. L'équipe a manqué d'expérience mais n'a pas été dominée selon Firmin Sanou. Situation sécuritaire au Centre-Nord, Namsigyan asphyxié lance un cri de détresse. Ma patrie, mon action, Nalara Ansara, lire dans débat. 28e édition tranche commune entente, les DG s'accordent avant le partage de la cagnotte. Assise criminelle de Dédougou, 35 dossiers au rôle. Sanctions contre le Mali, Goïta doit mettre un peu d'eau dans son limbourgi, c'est à lire dans Regard de l'observateur Palga. Coup d'État d'octobre 87, Compaoré a bien profité, il en a bien profité, il n'y a pas de doute. C'est le témoignage de Thierry Secrétan, photographe réalisateur. Voyons à présent la une du journal Le Quotidien. Sanctions contre le Mali, des Burkinabés indignés et révoltés. Quelques propos de quelques citoyens à la une du journal Le Quotidien. C'est l'occasion pour les Maliens de quitter la CEDEAO et de réinventer leur monnaie. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali sont illégales, injustes et inappropriées. Les sanctions de la CEDEAO sont anti-peuple, disproportionnées et cyniques. C'est une forme non assumée de la dictature sous le couvert de la démocratie. Propos de quelques citoyens. Témoignage de Salif Diallo dans le dossier Sankara. Si le président Sankara ne m'avait pas envoyé chez Blaise le 15 octobre, je serais mort avec Frédéric Kiemdé. Sanctions contre le Mali peut compter sur d'autres pays comme l'Algérie, la Russie, la Chine, la Turquie, la Guinée. Propos de Dr Alain Zoubga. Situation sécuritaire dans le BAM. Il faut sauver maintenant et sans délai les milliers de populations de Namsigyan. Nous sommes à présent avec le pays. 15 octobre 1987, si Thomas Sankara ne m'avait pas envoyé, je serais mort. Témoignage de feu Salifou Diallo. Issouf Kabré, député maire de la commune de Béré, l'élection du maire au suffrage direct va résoudre un certain nombre de problèmes. Révélation, Somgandé, une femme tue son époux à coups de pilon et se rend à la police. Toujours dans la même rubrique, commune de Ouaga, la marche du RPS interdite. Insécurité dans le BAM, des ressortissants pour l'installation d'un poste de contrôle à Namsigyan. Rapport d'enquête parlementaire sur la promotion immobilière. Les députés veulent en prendre connaissance pour mieux légiférer. Assise criminelle à Dédougou, reconnu coupable de meurtre, un accusé écope de 7 ans de prison ferme. Actu Foot, CAN 2021, pourquoi la vente des billets en ligne est-elle suspendue? Nous sommes à présent avec Votre Santé. C'est un magazine mensuel de santé des éditions Le Pays. À la une de ce numéro 306 de janvier 2022, Nouvel An, les vœux d'acteurs de la santé. Fermeture d'établissements de soins privés dans les Cascades, une mesure pour mettre fin à un bordel. Sexualité, 10 bienfaits du sexe sur la santé.
Pourquoi les hommes aiment-ils tant les seins? Une interrogation. Adjuma Sirima, directeur de DP donc des ressources animales et halieutiques de la Comoé, directeur provincial donc des ressources animales et halieutiques de la Comoé. La zoonose la plus meurtrière et la plus redoutable reste la rage. Et ce sont les titres que nous propose Votre Santé, ça n'est fini pour la lecture des différentes unes. Merci à toi Adèle. Retour sur quelques sujets d'actualité. Pour commencer, nous nous intéressons à cette actualité concernant Namsigia qui est à bout de souffle aujourd'hui. Namsigia dans le BAM est à bout de souffle et c'est un cri de cœur, un cri de détresse donc des ressortissants de cette localité à travers une association, l'association pour le développement de Namsigia et villages environnants. Cette association a fait une sortie médiatique hier pour dire réellement ce que vit cette localité-là, ces milliers de personnes qui vivent le calvaire depuis pratiquement plusieurs années suite à l'insécurité. Et l'association, en tout cas, a tiré la sonnette d'alarme pour que les gouvernants, l'opinion publique, pour que les Burkinabés, de façon générale, puissent en tout cas sauver Namsigia pour les difficultés sécuritaires que la population vit depuis plusieurs années maintenant. Alors, selon l'association, Namsigia est à bout de souffle. Et selon les journaux, Namsigia est asphyxié parce que depuis maintenant plusieurs années, il n'y a pratiquement plus de ravitaillement. Selon l'association, les transporteurs ne passent plus par Namsigia parce que vous savez que la localité est la dernière avant la province du Soum. Donc Namsigia, c'est la dernière localité de la province du BAM avant la province du Soum. Et donc les transporteurs, les sociétés de transport ne passent plus par cette localité et donc contournent pour aller directement à Djibo. Et donc Namsigia se meurt, il n'y a plus de vivres parce que les populations n'ont plus accès à leurs champs, elles ne peuvent plus cultiver et le seul point d'eau, selon l'association, n'est plus accessible. Et selon les informations également données par l'association, les femmes qui vont à la recherche du bois de chauffe sont victimes de traitements dégradants. Et c'est la situation qui a été présentée. Namsigia, qui a fait preuve de résilience depuis plusieurs années, est maintenant à bout de souffle parce que les populations ne peuvent plus tenir face à la situation. Et le président de l'association donc a indiqué que Namsigia a vécu sa 30e attaque terroriste le 5 janvier 2022. Et selon les informations, Namsigia est présenté comme le dernier verrou selon les hommes armés à prendre en otage avant donc afin de mieux s'installer pour régner entre la province et puis la province du Soum. Donc c'est vraiment la détresse dans cette localité et l'association demande à ce que le gouvernement fasse quelque chose pour que Namsigia ne soit pas nettoyé parce qu'il y a des milliers de personnes qui y vivent toujours, qui attendent d'avoir de quoi manger, de quoi boire parce que le point d'eau n'est plus accessible et donc la population se meurt à partir du moment où il n'y a plus vraiment de récolte. Les populations qui n'ont d'ailleurs pas pu cultiver sont donc vraiment à bout de souffle et ne peuvent plus résister face aux attaques terroristes. C'est pourquoi l'association a énuméré des doléances pour en tout cas inviter l'autorité à vraiment avoir un regard sur Namsigia. Il s'agit de 6 points pour sauver la localité. D'abord, libérer le tronçon Namsigia Bourzanga, long de 20 km sur la route nationale numéro 22, parce que la localité relie Ouagadougou à Djibo. Et ce tronçon-là est occupé par des hommes armés, ce qui fait que le trafic ne peut plus se faire. Les transporteurs ne peuvent plus emprunter la voie. Les populations elles-mêmes ne peuvent pas sortir et ne peuvent pas rentrer. Si vous voulez rentrer à Namsigia, vous ne pouvez pas. Vous voulez sortir également de Namsigia, c'est compliqué. Et donc, il faut que les forces de défense et de sécurité qui y sont, avec les VDP, aient du renfort pour en tout cas libérer le tronçon qui relie Namsigia à Djibo, à Bourzanga.
Deuxièmement, l'association invite à organiser un ratissage dans la zone pour permettre donc de souffler un temps soit peu. Voilà, parce que les terroristes y sont. Il faut vraiment un nettoyage pour permettre aux populations d'avoir un peu d'espace pour leurs différentes activités. L'association propose également de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité qui y sont avec les volontaires pour la défense de la patrie, en augmentant leur matériel de combat et puis en augmentant aussi leur dotation sur le plan alimentaire et puis sur le plan matériel. Ensuite, l'association propose de décentraliser l'aide humanitaire à Namsigyan qui accueille plus de déplacés dans la commune et dont le nombre s'accroît quotidiennement. Avec les attaques quotidiennes, le nombre de déplacés est de plus en plus élevé et il faudrait décentraliser l'aide humanitaire pour que les populations qui ont fui leur domicile puissent avoir de quoi manger en attendant. Et par ailleurs, l'association propose également de permettre urgemment l'accès aux points d'eau de Basnéré et au barrage de Kourao, situé seulement à 4 km. Donc à 4 km seulement, on ne peut pas avoir d'accès, ce qui fait que les populations manquent d'eau donc pour vivre. Et enfin, l'association propose d'augmenter le nombre de forages et de réparer les forages qui sont en panne. Donc voici les 6 doléances contenues dans le mémorandum de l'association qui est adressé aux autorités afin que Namsigyan soit sauvé. De plus en plus, des citoyens lancent l'alerte pour sauver Namsigyan. Sur les réseaux sociaux, les alertes sont lancées. Les attaques sont devenues pratiquement quotidiennes à Namsigyan et il faut vraiment que Namsigyan plus les autres localités qui ont vécu, qui vivent encore cette même situation-là soient sauvées. En tout cas, de plus en plus, on voit des localités qui lancent des cris de détresse. Après, donc, plusieurs localités, Titao, Rien que la semaine passée, nous avons reçu des ressortissants de Kelbo ici qui racontaient encore presque la même situation. Tout le monde est concentré dans la commune chef-lieu et difficile de sortir, difficile de chercher des vivres. Ça veut dire que personne ne sort, personne n'entre. Donc, ce sont les hommes armés qui font leur loi dans ces localités. Ça veut dire que vraiment, c'est une prison à ciel ouvert, comme ils le disent lors de leur conférence de presse. C'est vraiment alarmant et il faudrait vraiment que les autorités soient regardantes, pas seulement les autorités, de façon générale, les Burkinabés soient solidaires à ce que vivent donc ces populations. Espérons. Deuxième actualité, là on sera en Côte d'Ivoire pour parler de ce drame. En Côte d'Ivoire, les nouvelles ne sont pas bonnes parce que 9 membres d'une même famille ont péri dans un incendie de leur domicile. Et selon les informations, l'incendie est parti donc de la maison principale. Et parce que une femme, une jeune dame, y était avec ses enfants, dont un nourrisson de 6 mois. Malheureusement, l'incendie a ravagé tout ce qu'il y avait dans la maison et la jeune femme et les 8 enfants sont morts. En fait, c'est la deuxième épouse et selon les informations, l'époux, le chef de famille, était à l'étage avec la première épouse et c'est la deuxième épouse qui est restée donc en bas avec les enfants et l'incendie les a ravagés. Malheureusement, les voisins, l'époux n'ont pas pu sauver les membres de la famille. Lui-même, avec la première femme, ils ont été évacués au CHR de San Pedro. Je précise que l'incendie s'est produit au quartier d'Igboé 1 de San Pedro, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ils ont été évacués pour être suivis, pour avoir des soins. Et en tout cas, c'est vraiment triste de parler de cette information. C'est l'occasion de rappeler les familles qui utilisent des moyens de protection, de lutte contre les insectes là, dans les domiciles, de vraiment faire attention. Parce que selon les secouristes, ce qui tue facilement, ce ne sont pas forcément les flammes,
mais c'est la fumée. Vous savez que quand vous êtes étouffé avec la fumée, c'est difficile pour vous de vous en sortir. Avec les flammes, c'est encore plus facile selon les techniques données par les secouristes de vous en sortir. Mais quand il y a la fumée, quand il y a la fumée un peu partout dans la maison, non seulement vous n'arrivez pas à respirer, vous n'arrivez pas à voir les issues facilement et donc c'est encore plus dangereux. Donc j'attire l'attention des familles. C'est le froid actuellement et beaucoup avec les systèmes de chauffage, de charbon dans certaines localités ou même les mousticots pour les moustiques. C'est vraiment dangereux et c'est vraiment attirer l'attention des familles pour qu'elles prennent les précautions nécessaires pour vraiment éviter au maximum les incendies. Au Burkina Faso, il y a eu un cas pareil. Une famille qui a été également victime d'incendie et malheureusement le chef de famille, l'épouse et l'enfant qu'ils avaient sont restés dans l'incendie. Donc c'est vraiment triste et vraiment les populations sont invitées à la vigilance. C'est dommage. Et pour parler autre actualité, hein, on parle notamment de ces sanctions contre le Mali et la décision de la Guinée. La Guinée ne fermera pas ses frontières avec le Mali. Pour le moment, la Guinée est le seul pays à se détacher des sanctions prises par la CEDEAO et le MOA contre le Mali. La Guinée qui a décidé hier de ne pas fermer ses frontières avec le Mali. Aucune de ces frontières ne sera fermée, ni les frontières terrestres, ni les frontières aériennes, ni les frontières maritimes. Ce sont donc des informations données par la porte-parole du comité. C'est ce qu'ils ont appelé le Comité national de redressement et du développement en Guinée. Donc, c'est ce que la porte-parole a dit hier à la télévision nationale. La Guinée qui dit qu'elle n'a pas été consultée avant la prise des sanctions. Et donc, elle ne s'aligne pas derrière les pays membres de la CEDEAO, les pays membres de l'UEMOA pour fermer ses frontières avec le Mali. Et la Guinée s'est montrée encore plus solidaire avec la République sœur, selon donc le comité, plus solidaire parce que les autorités de la transition, vous savez que la Guinée également est dirigée actuellement par une transition et donc la transition a indiqué qu'elle sera encore plus solidaire avec le Mali qui est dans la même situation que la Guinée et donc ils seront plus solidaires pour vraiment faire face à ce qu'ils appellent un coup d'État dans leur transition. C'était prévisible. Ah oui, parce que vous savez que Mamadou Doumbouya et le colonel Assimi Goïta sont, on va dire, assez proches. Ils font des actions un peu plus semblables. Ils se montrent solidaires l'un envers l'autre. Voilà, solidarité non seulement d'armes, mais aussi sur le plan du développement. Ils pensent qu'ils ont la même vision pour leurs différents pays. Ils pensent qu'ils ont une vision de développement que les autres ne comprennent pas forcément et ils se montrent encore plus solidaires. Et donc la Guinée, en tout cas, a décidé de ne pas fermer ses frontières avec le Mali et la Guinée condamne, comme il fallait s'y attendre, les décisions prises par la CEDEAO et l'UEMOA. Alors, Adèle, donc, on espère que de façon solidaire, d'autres pays vont aussi se montrer pour aider le Mali. Vous savez que ce n'est pas une situation rayonnante quand on voit ce qui se passe au Mali. Pour certains observateurs, le pays peut toujours encore compter sur d'autres pays. Vous avez vu que dans le quotidien aujourd'hui, la parole a été donnée à des citoyens et les citoyens spéculent sur la question. Et selon le docteur Alain Zoubga, le Mali peut encore compter sur d'autres pays comme l'Algérie, voilà, pour booster son économie, en tout cas pour avoir des ressources pour faire face aux sanctions donc, de la CEDEAO et de l'UEMOA. Donc c'est vraiment l'occasion pour les pays africains, les pays qui parlaient d'union africaine, qui parlaient de solidarité africaine. C'est l'occasion de montrer cette solidarité-là envers le Mali, moi je pense. D'accord, on attend de voir tout simplement. Et pour finir peut-être cette information, les Burkinabés n'avaient pas encore de connexion mobile hier. Ah oui, encore une coupure d'Internet mobile hier. Les internautes l'ont constaté hier autour de 15 heures. Les données mobiles ne donnaient plus, il fallait seulement le Wi-Fi ou la connexion ADSL ou la fibre optique pour avoir une connexion.
Alors, selon les informations, aucune information officielle n'est disponible parce que du côté des autorités, de même que au niveau des sociétés de téléphonie mobile, il n'y a pas de raison qui expliquait donc la coupure de l'Internet hier après-midi. Mais je constate que progressivement, la connexion a été rétablie. Certains ont envie de penser encore à une coupure express des autorités avec les sanctions de la CEDEAO parce que vous savez que la toile s'est chauffée après les sanctions prises contre le Mali et donc certains ont vite fait le rapprochement donc avec ce qui se passe avec ce ping-pong Mali, CEDEAO, UEMOA. Et donc ces choses faites, ce matin, en tout cas, la connexion a été rétablie. Certains ont estimé que les autorités burkinabées ont voulu se protéger parce que vous savez que le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, a participé au sommet à Accra, sommet qui a vu donc naître les sanctions contre le Mali. Et donc, pour certains, c'était pour un tant soit peu ne pas permettre aux internautes de spéculer sur la question que la connexion a été expressément coupée. Donc, on n'en sait pas plus. On ne sait pas qu'est-ce qui a motivé cette coupure. Est-ce que c'est une panne technique? Est-ce que c'est vraiment une coupure express? On n'en sait rien, mais la connexion a été rétablie. D'accord. Merci à toi, Adèle. Merci à toi et très belle journée à tous. Bonne journée également. Tu restes avec nous. En attendant, nous allons jeter un coup d'œil au niveau de la météo pour découvrir les couleurs du temps. S'il y a bien un sujet qui fait l'actualité aujourd'hui, ce sont les sanctions de la CEDEAO vis-à-vis du Mali ou le ping-pong entre les autorités maliennes et la CEDEAO. Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité du jour qui est de la COPABF. Nous le retrouvons juste après ça. Roland Bayala, il est le porte-parole de la COPABF, la coalition des patriotes africains du Burkina Faso. Bonjour et bienvenue, Monsieur Bayala. Bonjour, madame. Merci d'être sur notre plateau. Avec vous, nous parlons actualité et nous parlons surtout donc de ce ping-pong aujourd'hui ou de ces tiraillements entre le Mali, notamment les autorités maliennes et la CEDEAO, suite surtout aux sanctions, donc au sortir du sommet extraordinaire de la CEDEAO. Mais question d'actualité pour commencer au Burkina. Nous avons été coupés encore donc, de la connexion Internet mobile hier, pratiquement autour de 15 heures et c'est pratiquement au petit matin que nous avons encore vu la connexion se rétablir. Comment vous avez vécu cette situation et à quoi est-ce que vous avez pensé quand on sait qu'en novembre dernier, on a vécu des jours sans connexion mobile? D'accord, merci bien pour cette opportunité et une fois de plus que vous donnez à la COPABF, la coalition des patriotes africains, d'être encore sur votre plateau pour discuter de l'actualité. Merci à vous, merci à Savane. Et effectivement, il faut savoir que nous avons effectivement tous assisté hier à la coupure, une fois de plus encore, de l'Internet. Et personnellement, ce que j'ai constaté, c'est que l'Internet a été coupé hier aux environs de 14h30 minutes. 14h30 jusqu'à la nuit, à 2h du matin. Et c'est à 2h du matin que c'est venu. Et de 2h à 5h. C'est venu de 2h à 5h. Et après de 5h, ça a été coupé encore. Et rétabli pour être rétabli encore à 6h. Et je pense qu'aujourd'hui, cette connexion est venue. Et maintenant, quel constat est-ce que nous faisons de cette coupure de l'Internet, encore une fois de plus au Burkina Faso? Il faut dire que c'est ce que nous avons reproché aux autorités depuis un certain temps, depuis les deux fois 96 heures où nous avons vu la coupure de l'Internet. Nous avons dit, aujourd'hui, vous êtes des autorités. Quand même, quand on parle d'autorité, c'est qu'il y a une certaine responsabilité qui se dégage derrière. Et une autorité ne peut pas aujourd'hui être là et on assiste à des coupures de ce genre sans que la population ne soit informée. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut qu'on dépasse cette étape-là. Il faut que quand même on prenne les gens au sérieux au Burkina Faso encore une fois de plus. Et chose bizarre, c'est que c'est juste après l'annonce de
la suspension des différentes suspensions et des différentes charges qui ont pesé sur le Mali par la CEDEAO et l'UEMOA, que nous avons assisté à cela. Parce que juste après, sur les réseaux sociaux, les gens ont pris d'assaut les réseaux sociaux. Et notre camarade aussi, notre frère Kémy Séba, se préparait aussi à 15h pile pour faire un appel, pour lancer un appel à la jeunesse africaine comme d'habitude. Et c'est justement à 14h30, quand nous étions connectés, nous avons appris que, effectivement, avec regret, que l'Internet a été coupé. Vous pensez qu'il y a un lien? Bien sûr, au Burkina Faso, on le sait. On sait que les autorités ont beaucoup peur de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Elles n'aiment pas la critique. Et c'est justement sûrement pour cela. Puisque, jusqu'à preuve du contraire, aucune autorité n'est sortie pour dire ce qui s'est passé. On ne peut pas couper Internet bizarrement à l'approche de certains événements et rétablir juste après. C'est qu'il forcément quelque chose. S'il n'y a pas eu quelque chose là-dessus, s'il n'y a pas eu d'explication, nous jugeons effectivement que c'est par rapport à ce qui se préparait et ce qui est sur les réseaux sociaux que c'est pour ça que les autorités ont décidé donc de faire encore ce qu'elles avaient déjà fait. Bon, pour le moment, pas de communication officielle. On attendra au cours de la journée certainement pour voir. Alors, la dernière fois qu'on a vu aussi la Copa BF sur le terrain, c'était notamment lors de cette marche à Bobo-Dioulasso pour dénoncer encore cette situation d'insécurité et de terrorisme que vivent les Burkinabés, que vivent donc les Burkinabés. Alors, Monsieur Bayala, on sait que en son temps, ça s'est pas très bien passé. Votre camarade ou votre invité d'honneur, Kémy Séba, que nous avons d'ailleurs reçu sur notre plateau, quand il était là, a été arrêté puis expulsé. Ensuite, il a déposé plainte et tout. Alors, comment on se relève de cette situation? Aujourd'hui, nous pensons que c'est une victoire. Ça a été une victoire d'étape parce que chez nous, il n'y a pas de défaite. Et tout ce qui se passe lorsqu'on mène une action, que cette action soit réprimée ou pas, forcément nous mettons ça au compte de victoire. Aujourd'hui, Kémy Séba est venu, c'était pour quand même travailler à la conscientisation des peuples africains comme il a l'habitude de faire. Et malheureusement, les autorités burkinabées, une fois de plus encore, n'ont pas joué leur rôle. Et nous sommes sortis le lendemain, effectivement, pour crier notre ras-le-bol à Bobo. Et malgré ça, ces autorités ne nous ont pas laissé manifester comme c'est notre droit de le faire, de manifester notre mécontentement lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et les gens ont été gazés, certains ont été emprisonnés. Et aujourd'hui, ces gens sont libres. Aujourd'hui, le vrai visage des autorités a été mis à nu devant l'opinion nationale et internationale. Et ça ne fait que corroborer ce que nous avons dit. De la mauvaise foi que nos autorités ont ici au Burkina Faso de résoudre tout ce qui est comme difficulté que nous vivons au quotidien. Et c'est ça, nous l'avons depuis à cet instant dénoncé. Malgré tout ce que nous avons fait pour pouvoir aller dans le dialogue avec les autorités, ça s'est avéré être des échecs. Et aujourd'hui, c'est ça qui continue. Nous avons dit aujourd'hui que c'est malheureux que notre gouvernement ne puisse pas travailler à l'unisson, à l'union des différentes entités de la population. Et c'est ce qui s'est passé à Bobo. On a passé, au lieu de discuter avec les gens, au lieu de passer le temps à mettre les gens ensemble autour d'une table, les autorités ont fait autre chose. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? C'est la même chose. L'histoire nous donne raison, le temps nous donne raison toujours. Nos autorités n'ont jamais eu la bonne foi pour la population. Ce que nous disons. Donc pour nous, ce n'est pas un échec, mais nous sommes encore toujours avec le bâton de pèlerin pour toujours dénoncer ce qui ne va pas. Nous avons dit à l'intérieur du Burkina Faso, tout ce qui va toucher au panafricanisme, ils vont nous voir sur le chemin. Que ce soit tous ceux qui sont les impérialistes et les valeurs locaux, c'est-à-dire ceux qui permettent à ces impérialistes-là d'arriver à leur fin dans nos différents États, nous, ces gens-là sont considérés comme des ennemis de l'Afrique. Donc par ricochet, nos ennemis. Et nous allons les combattre jusqu'à la dernière énergie avec le peuple souverain du Burkina Faso et de l'Afrique. Alors, on sait que quand même, concernant la situation sécuritaire, c'est une situation qui s'est dégradée, notamment les derniers mois de 2021. On a vu ces attaques à répétition, on a vu le drame d'Inata qui a coûté quand même la vie à pas mal de gendarmes. Et suite à cette attaque, quand même, le peuple était remonté, suite justement aux révélations concernant la relève qui devrait être assurée, et puis bien sûr les soldats qui manquaient
de vivre. Une attaque a été, disons, une enquête a été ouverte et le président du Faso quand même a procédé depuis le rapport qu'il a reçu à des nominations, à des changements au niveau de la tête de l'armée. Est-ce qu'avec tous ces changements au niveau de la hiérarchie militaire, vous pensez quand même que les choses devraient bouger? Ce n'est pas seulement la hiérarchie, on a vu quand même un nouveau gouvernement, un gouvernement resserré, un nouveau premier ministre. Est-ce qu'avec tous ces changements quand même, vous avez espoir aujourd'hui que les choses pourraient changer pour le Burkina? Aucun espoir. Aucun espoir. Pour nous, c'est considéré comme du blanc bonnet et bonnet blanc. Alors que pour janvier, pour ces quelques jours de janvier, on se dit que les militaires burkinabés engagent des victoires. Est-ce que réellement nous avons les preuves de cela? Est-ce que nous sommes allés sur le terrain pour voir? Ceux qui meurent aujourd'hui, est-ce que la communication se fait autour de ça? Nous avons des informations aujourd'hui, nous savons qu'effectivement il y a des gens qui meurent et la vérité n'est pas dite au Burkinabé comme il se doit. Donc aujourd'hui, je pense que la victoire serait à quel niveau? La victoire serait que lorsque les peuples qui ont été déplacés, les populations qui ont été déplacées de leur zone d'origine, si ces populations ont pu rejoindre leur maison, en ce moment, nous pourrons dire qu'effectivement l'État a fait quelque chose. Sinon, il ne sert à rien d'aller et abattre quelques terroristes, alors que chaque jour que Dieu fait, ce sont des Burkinabés qui meurent, ce sont des Burkinabés qui sont déplacés de jour comme de nuit, et aussi l'État ne fait que se resserrer sur le Burkina Faso. Quand vous regardez aux alentours du Burkina, c'est pratiquement Ouagadougou et Bobo Dioulasso qui ne sont pas assiégés aujourd'hui. Mais même à Ouagadougou, nous savons qu'il y a des gens qui sont là, qui sont à l'intérieur de Ouagadougou. Donc c'est la psychose généralisée. On ne peut pas parler ici de victoire. Quelle est la victoire ici? Aujourd'hui, il faut que le gouvernement, s'il est sincère, puisse travailler à ce que ces populations-là puissent rejoindre leur domicile. Et non venir nous dire qu'on a tué des terroristes, il faut crier sur tous les toits que parce qu'on a tué des terroristes, c'est une victoire. La victoire n'est pas à ce sens-là. Du moment où des gens meurent de faim, du moment où des gens n'ont pas de toit, c'est ce que nous appelons une vraie lutte. Et à cela même, pourquoi nous avons parlé, nous avons dit aujourd'hui que nous sommes toujours, nous ne sommes pas contents, pas du tout contents, parce que la solution est là. La solution est là à côté et vous partez ailleurs. Depuis la première sortie de la COPA-BF, nous avons dit quoi? Nous avons dit que pour cette lutte contre le terrorisme, la chose est simple. Nous avons décrié le fait que la France n'a jamais joué un franc jeu depuis que la France est sur notre territoire. Et nous avons dit pour cela, il faut que cette France-là, comme elle ne joue pas franc jeu, qu'elle dégage, qu'on puisse changer de coopération. Et cette coopération, aujourd'hui, dans le monde, il y a certains blocs, parce que le monde est divisé en deux blocs, si on veut le voir, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et ce bloc de l'Est, avec la Russie aujourd'hui, qui a fait ses preuves au niveau de l'Algérie, au niveau de la Centrafrique et maintenant au niveau du Mali. Et cette Russie-là est beaucoup crainte par les autres puissances au niveau de l'Occident. Aujourd'hui, nous savons que si on annonce l'arrivée et un partenariat quelconque avec la Russie, nous savons clairement que la France va trembler et la France va fuir. C'est ce que nous avons dit au président Kaboré en son temps. Mais il n'a pas écouté. Qu'est-ce qu'on fait comme réponse à cela? On dit d'aller voir vers la Turquie. Et on dit aux gens, voilà, la Turquie, c'est un pays qui peut nous faire sortir de ce bourbier. Nous disons c'est faux. C'est absolument faux parce que la Turquie est un allié stratégique des États-Unis. Et si aujourd'hui la France est au Burkina Faso, la France n'est pas là pour elle seule, mais elle est là pour défendre les intérêts de certains pays comme les États-Unis aussi. Et si rien ne se fait depuis lors là, on ne fait que tuer les gens sous le regard de ces grandes puissances, États-Unis, France, Allemagne, etc. C'est pas la Turquie qui est un allié des États-Unis qui viendra faire changer les choses. Mais quand vous parlez de coopération, c'est vrai, vous citez des exemples, quand vous parlez de coopération militaire, est-ce que quelque part aussi, lutter contre le terrorisme, ce n'est pas compter sur nous, notre propre armée, nos propres moyens? Est-ce que c'est forcément le partenaire qui doit venir faire la bagarre pour nous ou engager des victoires pour nous? Ok, moi je ris lorsque les gens s'asseyent sur des plateaux. Parfois, ces gens disent que voilà, le patriotisme exige qu'on puisse compter sur nous-mêmes. Ok, on va compter sur nous comment? La guerre sur le terrain se fait comment? Il y a deux sortes de stratégies qui se mènent sur le terrain. Il y a la stratégie aérienne. Comment faire pour pouvoir contrôler les troupes, les terroristes qui sont sur le terrain? Donc, est-ce que le Burkina Faso a un satellite? Est-ce que le Burkina Faso a des avions qui vont permettre au Burkina Faso de pouvoir traquer les terroristes? J'ai dit non. Il faut aller vers des partenaires. Il y a des partenaires, effectivement, qui ont ces moyens-là, qui peuvent nous aider sur le plan logistique et aussi sur le plan technique même. Parce que depuis que la France est là, a commencé à prendre nos officiers, depuis le temps des années 60, aller les former, le résultat est là, on n'a rien. On n'a que des généraux qui ont le ventre bombé, qui ne peuvent rien faire sur le terrain. Le résultat est là.
Mais quand vous prenez du côté de la Russie, on a l'Algérie qui est là, ils ont formé l'Algérie pendant combien d'années? Nous avons la Centrafrique qui est là, ils ont montré les preuves sur le terrain. Nous avons dit aujourd'hui, ce n'est pas une question de dire qu'il faut sortir son ego, dire que le Burkina Faso doit compter sur lui-même. Le Burkina Faso, oui, doit être sécurisé. On doit appeler certaines personnes qui ont la capacité et la volonté réelle de nous défendre. Et si ces personnes-là viennent, elles vont nous permettre de sécuriser notre État pendant un certain temps donné. Après, maintenant, nous allons ça va nous donner le temps de restructurer notre armée et d'avoir plus de force. Et la force, c'est quoi? Ce sont les moyens aériens. La force, c'est quoi? C'est la logistique en tant que telle. Donc aujourd'hui, le Burkina Faso ne dispose pas de cela. Donc arrêtons de dire que, voilà, il faut qu'on compte sur nous, mais il faut qu'on continue nous-mêmes. Le Mali a fait l'exemple. Aujourd'hui, le Mali est applaudi par tout le monde. Vous avez vu les S-400 qui sont descendus, tous ces avions qui sont venus au niveau du Mali et qui font la fierté du peuple malien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tous les Burkinabés même veulent repartir au Mali, être maliens, parce que les gens sont fiers du Mali. C'est ce que nous attendons de notre président, et non aller s'asseoir à la CEDEAO et s'amuser avec les gens. Nous reviendrons sur les décisions donc, et les sanctions de la CEDEAO, mais quand même on a parlé de changement tout à l'heure, un nouveau Premier ministre qui a été investi donc, par la majorité des députés la semaine dernière. Vous avez suivi sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Alors, comment vous avez trouvé déjà cette déclaration ou sa politique générale proposé à l'Assemblée? L'heure n'est plus au discours. L'heure n'est plus au discours ni à la rhétorique. Le Burkina Faso est en guerre. Paul Kabat-Thieba, il est venu. Quand il est venu, il avait toute une paperasse qui dépassait pour le Premier ministre. On a dit que celui-là, il a été aussi restreint. Il a été restreint. Est-ce que c'est ça qui va permettre de stopper le terrorisme sur le terrain? C'est pas ça qui va permettre. Nous avons besoin des actions concrètes. Quand il est venu, on aurait voulu qu'il dise clairement, en 3 mois, moi, je vais débarrasser le Burkina Faso du terrorisme. Là, ce sont des acteurs concrets qui nous donnent les moyens, qui nous disent que voilà comment est-ce que nous allons nous prendre pour finir avec le terrorisme très rapidement. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu au Burkina Faso. Il faut qu'on arrête cette bureaucratie-là. Aujourd'hui, le problème du terrorisme au Burkina Faso, il faut des hommes qui maîtrisent le terrain. Vous n'allez pas prendre, au moment où vous avez parlé de gouvernement de guerre, vous allez prendre un technocrate qui, de surcroît, était aux États-Unis, il vient et il va proposer encore une rhétorique aux gens pour qu'on puisse attendre pendant combien de temps. Vous avez assez joué avec la population. Je pense que maintenant, il faut stopper ce genre de trucs. Il y a des gens qui sont capables au Burkina Faso de travailler à ce que ça puisse finir rapidement. Et de travailler aussi sans regarder la France, sans regarder l'Occident. Ces gens-là existent bel et bien. Et le président Roch, il en est conscient. Je ne sais pas pourquoi on nous fait tourner au calembour encore jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passe? Aucune volonté politique ne peut changer ces choses aujourd'hui. Donc il faut que les gens prennent les Burkinabés au sérieux une fois pour toutes. Parlons maintenant de ce bras de fer engagé du moins depuis notamment le week-end, depuis que les sanctions sont tombées entre la CEDEAO et puis le Mali. Côté CEDEAO, au sortir de ce sommet, la CEDEAO qui rappelle les ambassadeurs donc, des pays membres qui décident de la fermeture des frontières des pays membres de la CEDEAO avec le Mali, qui suspend des transactions donc CEDEAO à l'exception bien sûr des produits de première nécessité. Alors, assez de sanctions que certains trouvent lourdes vis-à-vis du Mali. Quel est votre avis? Aujourd'hui, nous avons clairement dit que la CEDEAO n'a plus sa raison d'être. Parce que d'abord, sur le plan légitime, quand on parle de légitimité, aujourd'hui, la CEDEAO, même les chefs d'État qui composent la CEDEAO, ce sont des chefs d'État en majorité vomis au sein de leur population. Ce sont des chefs d'État eux-mêmes qui ne respectent même pas la constitution établie par leur pays. Et de surcroît, ce sont ces chefs d'État qui se mettent ensemble pour vouloir donner des leçons à d'autres peuples. Aujourd'hui, nous pensons que la CEDEAO, nous ne reconnaissons plus la CEDEAO. Nous avons même lancé un appel pour que les gens puissent, à partir de maintenant, et se débarrasser de cette CEDEAO-là. Ça, c'est un fait qui est clair. La preuve sur le terrain, c'est quoi? On a constaté depuis un certain temps qu'entre la France et le Mali, les choses ne vont pas bien. Le Mali a décidé de prendre ses responsabilités en tant que peuple souverain. Parce que plus de 10 ans avant, le Mali ne faisait que vivre l'enfer. Les ressources du Mali étaient pillées alors qu'il y avait plusieurs forces occidentales sur le terrain malien qui sont venues de surcroît combattre le terrorisme. Mais ça n'a jamais changé. Voilà un jeune qui vient. De surcroît, celui qui est venu balayer. Il est venu balayer un président qui lui-même, sur le plan constitutionnel, ne répondait pas aux normes de la démocratie parce qu'il était en train de briguer son 3e mandat. Donc on a balayé quelqu'un qui n'était pas légal. Et maintenant, ce président qui est venu,
quel que soit le modèle par lequel il est venu, mais ce qui compte, c'est le peuple. On dit que quand quelqu'un vient au pouvoir, c'est le peuple. Il est venu et le peuple était content, en fonction de ce qu'il a proposé de faire sur le terrain. Il a travaillé, il a commencé à travailler pendant quelques mois. Les gens l'ont applaudi. Même les plus grands chefs du Mali, en parlant de Haïdara, eux tous, ils sont contents à l'endroit de ce petit. La jeunesse est sortie. On a adulé le monsieur. Et maintenant, vous vous levez avec la France, avec un certain nombre de conditions. Le jeune, il a dit, il n'est pas d'accord. Si le Mali, le peuple malien décide, lui aussi le peuple malien. Mais quoi de plus normal? Et maintenant, voyant que ça ne va pas, on retourne les choses au niveau de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et comme c'est eux, entre eux-mêmes, ils voient que c'est eux qui peuvent directement aller à l'encontre de ce petit, on commence à mettre le bâton dans ses roues. On met le bâton dans ses roues et on veut que, tout simplement, ces jeunes-là puissent accepter ce qu'ils veulent. Mais je dis que ça, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Du moment où Goïta a dit qu'il n'est pas venu pour rester au pouvoir, il a dit qu'il est venu pour sécuriser le pays. Donnez-lui le temps. Plusieurs années, depuis jusqu'à 2026 notamment. Mais bien sûr. C'est pas long aussi. Non, ce n'est pas une question d'année lorsqu'il y a la sécurité d'un pays qui est menacé. Ce n'est pas une question d'année. Nous avons vu le colonel Muammar Kadhafi qui il a mis combien de temps? Mais à sa mort, quand on a tué Kadhafi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que la Libye est devenue? Kadhafi a sécurisé son pays. Sur le plan de développement, il n'y a pas un pays africain qui était devant lui. Il donnait même il faisait des dons à des pays africains. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision. Et c'est cette vision que le Goïta a aujourd'hui au Mali. Et c'est ça qu'il faut respecter en fait. Ce n'est pas une question de constitution européenne ou respecter les 5 ans de ça, ça ne veut rien dire. Il y a des présidents qui sont restés sur 5 ans, on les a vus, ils ont été incapables de lutter contre le terrorisme en 5 ans. Mais lui, il a donné ses preuves. Il a fait ses preuves en une année seulement. Voilà les preuves sur le terrain. Pourquoi venir le chasser? Et ensuite, regardez les sanctions qui ont été données. Regardez les sanctions. Humainement parlant, est-ce que vous pensez qu'on peut décider, un peuple déjà qui souffre, un peuple qui est attaqué de toutes parts par le terrorisme, est-ce que vous pensez qu'il est normal qu'on dise que les frontières de ces autres pays-là, les autres pays, on ferme les frontières avec ce peuple-là? Et on dit, aucune nourriture ne quitte l'extérieur pour venir nourrir ce peuple. Vous faites ça contre qui? Contre la junte ou bien contre le peuple malien. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout réfléchi de la part de ces chefs d'État. Ensuite, vous dites, tout ce qui est comme vol à l'endroit de ce pays-là, on suspend tout. Tout ce qui est comme transaction financière, on suspend tout. En oubliant que, moi je prends le cas du président Roch. Lorsque vous prenez de telles sanctions à l'encontre d'un peuple, il faut d'abord avoir raison gardée. Le Burkina Faso, il y a combien de ressortissants burkinabés qui sont au Mali et qui vivent de ces transactions? Il y a combien de burkinabés qui sont allés au Mali pour travailler, quitte à nourrir leur famille au Burkina Faso? Ils sont nombreux. Mais ces burkinabés-là, vous voulez qu'ils envoient l'argent à leur famille comment? Moi-même, j'ai mon petit frère même qui est là-bas. Il est là-bas, il est allé et chaque fin du mois, il envoie de l'argent à sa femme au village. Ce sont des exemples qui sont là. Et ils sont nombreux, ces burkinabés qui sont là-bas. Est-ce qu'en prenant ces décisions-là, vous avez pensé à ces burkinabés-là? Et ceux même qui sont ici, qui envoient l'argent là-bas à leur famille, vous faites quoi de ceux-là? Et ensuite, vous venez encore, vous gelez les avoirs du gouvernement au niveau donc de l'UEMOA. Alors que l'UEMOA, comme la CEDEAO, sont des institutions indépendantes. Si réellement il y a une indépendance, moi je ne peux pas prendre mon argent, je vais garder à la BCEAO. Je garde mon argent à la BCEAO et vous venez parce que entre nous ça ne va pas. Vous dites que bon, à partir d'aujourd'hui là, mes 500 milliards là, de dollars là, c'est fini, je ne peux plus avoir ça. Mais vous voyez, c'est la force. C'est la force que vous faites à ces jeunes-là. C'est la force que vous faites au peuple malien. Et je pense que la population africaine ne doit pas rester indifférente face à ces gens d'anarque-là. Ça, c'est de l'anarque pure. Voilà. C'est du terrorisme étatique des chefs d'État. Tout cela, c'est du terrorisme qu'il faut au Mali aujourd'hui. Et je pense que les gens ne doivent pas rester inertes à cela. Est-ce que quelque part aussi les chefs d'État de la CEDEAO ne donnent pas aussi une leçon ou un message, n'envoient pas un message fort à d'éventuels putschistes aussi qui peuvent sortir quelque part? Parce que on vit un peu la situation au Mali, en Guinée. Peut-être que quelque part aussi il faut quand même donner une leçon forte à ces militaires-là qui souhaiteraient faire la même chose dans d'autres pays. Une leçon, ils ont peur. C'est pour leur fauteuil qu'ils font ça. Ces chefs d'État-là ont peur, comme des poissons rouges dans une forteresse. Est-ce que vous êtes pour les coups d'État?
si les coups d'État sont applaudis par le peuple, si ça arrange le peuple, si c'est pour amener un président qui brigue un 3e mandat, je le dis haut et fort, allons-y pour les coups d'État. Il y a des coups d'État qu'on a dit ici salutaires, des coups d'État qui aident. Voilà, le président Sankara est venu au pouvoir comment? C'est pas un coup d'État, mais qui aujourd'hui n'est pas content avec le président Sankara? Donc aujourd'hui, je pense que ça dépend de l'objectif poursuivi par ce coup d'État-là. Si ce coup d'État-là peut aider la population à ne plus être tuée par ces mêmes colons, ces mêmes impérialistes-là, je dis alhamdoulilah, je dis qu'il advienne. Partout qu'on fasse des coups d'État. Je suis d'accord avec cela. Si ce coup d'État doit permettre à un président de se réveiller, ça doit permettre à un président de savoir qu'il n'est pas venu au pouvoir pour lui-même et pour sa famille et son entourage. Il est venu pour le peuple et il doit faire ce que le peuple veut. Nous sommes pour le coup d'État. Si ça doit permettre à des gens de comprendre qu'on ne doit pas briguer un 3e mandat, comme le bonhomme d'Alassane Ouattara qui est assis en Côte d'Ivoire, oui, nous sommes pour le coup d'État. Monsieur Bayala, on sait que les autorités maliennes, ou Assimi Goïta et puis justement donc, son gouvernement, ne comptent pas reculer, en tout cas au regard de la communication qui se passe actuellement, parce que les autorités maliennes aussi ont décidé de rappeler leurs ambassadeurs et décidé aussi de suspendre certaines coopérations. Est-ce que le Mali, quand même, n'est pas en train de foncer tout droit au mur aujourd'hui? Est-ce que la junte militaire au Mali pourra tenir sans collaboration avec certains pays? Hier, j'ai versé des larmes en suivant certaines vidéos du peuple malien qui s'exprimait, qui exprimait leur patriotisme. J'ai dit, voilà un peuple. Voilà un peuple qui est fier de lui. Il faut être fait un tour à Bamako, vous allez me dire, entre le Burkina Faso actuel et le peuple malien qui est plus à l'aise. Vous allez voir que le Malien ne vit plus dans la psychose. Il ne vit plus dans la psychose. Aucun Malien ne vit dans la psychose du terrorisme comme c'était le cas il y a 10 ans. C'est un peuple fort et un peuple fier aujourd'hui. Et cela, ça c'est grâce à ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, dire que la jeune va au pouvoir, droit au mur, je dis non. Ils ne vont pas droit au mur parce qu'ils l'ont prouvé sur le terrain. Quand il y a à chaque réaction, à chaque comportement belliqueux, il y a une réaction prompte. Et ils ont prouvé qu'ils savent où ils partent. Les armes qu'ils ont eues aujourd'hui, le terrorisme qui a commencé à considérablement stopper, c'est quelque chose. Et quand on parle aussi des droits au mur, non, ils ne l'ont pas fait comme ça, sans réfléchir. Aujourd'hui, le Mali a une coopération très forte. Le Mali est soutenu par la Russie, qui est un très grand pays au niveau du monde entier, qui est craint. Le Mali est soutenu par l'Algérie, qui aujourd'hui fait frontière avec le Mali, qui est un pays aussi qui est craint avec sa flotte, avec son armée. Le Mali est soutenu aussi par toute la Guinée, aussi qui a décidé d'aller là. Le Mali est soutenu par la Mauritanie. Mais il faut attendre quoi de plus? Le Mali ensuite est soutenu par la Chine. D'Afrique, vous voulez dire? Malheureusement, il y a beaucoup de pays tels que le Burkina Faso, non, tel que le gouvernement burkinabé qui ne soutient pas le Mali, sinon le peuple burkinabé soutient le Mali, tel que le gouvernement ivoirien, le gouvernement nigérien qui ne soutiennent pas le Mali, mais sinon le peuple, lui, il soutient le Mali. Et c'est dommage, c'est bien dommage. Nous avons une histoire commune avec le Mali, avec ce pays-là. Nous avons une histoire commune et bizarrement pour des faits politiques, on vient à couper le cordon avec ce pays. Franchement, l'autre question qu'on se pose aussi, est-ce que ça pourra aller loin? Est-ce que le Mali pourra tenir? Est-ce qu'après, le peuple ne va pas ressentir des conséquences aussi de ces sanctions-là sur leur quotidien, sur leur... Est-ce qu'après, ça risque pas aussi de déchirer un peu? Attendez de voir dans les semaines à venir. Pourquoi est-ce qu'on a coupé Internet? Je vous ai dit au départ que c'était une des raisons. Parce que le gouvernement sait qu'aujourd'hui, le peuple burkinabé ne va pas rester bouche bée pour cela. Le gouvernement sait très bien que le 22 janvier, le peuple burkinabé va manifester son ras-le-bol. C'est pour ça que cela... Ils peuvent commencer à couper l'Internet. Je vous dis qu'il n'y a rien à craindre pour le Mali. Au contraire, il y a des peuples, il y a des pays qui vont suivre le pas. Il y a des pays qui vont rejoindre le Mali. Et nous disons que le pays qui ne va pas suivre, les chefs d'État qui vont refuser de suivre le Mali, on leur donne quelques jours, ils verront ce qui va se passer au sein de leur pays. Aujourd'hui, on dit quoi? Nous soutenons le panafricanisme. Le fait de se mettre ensemble, mettre les pays africains ensemble et de laisser l'Occident tranquille avec ce pillage de nos ressources. Et si le Mali est dans cette direction, nous allons soutenir le Mali au prix du sang. Nous le disons. Et toute la jeunesse est prête. Si le président adhère, s'il a comment on appelle ça,
des éléments qu'il peut mettre sur le terrain pour enquêter, qu'il le fasse. Il va comprendre ce qui se passe à Ouagadougou et dans les autres villes. Il va comprendre que réellement sa population là en a marre. Sa population regrette amèrement la décision prise à Accra. Il va comprendre. Donc je pense que le Mali est bien parti. Depuis hier, on a assisté à l'annonce de la suspension des vols de Air France, Air Côte d'Ivoire, Air Burkina. On en parle et puis bien sûr d'autres pays, puisqu'on parle de fermeture, de suspension ou de fermeture des frontières. Alors, vous personnellement, je veux parler de vos structures, la COPABF. Est-ce que vous collaborez avec d'autres structures ou d'autres organisations de la société civile au Mali et comment ça va se passer maintenant? Aujourd'hui, effectivement, je salue au passage le camarade Ben, le cerveau, les camarades Amina, Fofana, le Founin, Bassaro, etc. de la coalition Yerawolo, avec qui nous avons entretenu de bonnes relations depuis le début de cette crise et qui même était prévu à Bobo Dioulasso le 30 passé. Ils étaient en cours de route quand ils venaient, la délégation malienne, la coalition Yerawolo venait soutenir la coalition burkinabé, la COPABF à Bobo. Malheureusement, on les a stoppés en cours de route par rapport à ce qui était arrivé à Kémy Séba. Pour dire aujourd'hui qu'il n'y a rien à dire. Nous entretenons de bonnes relations et ça va encore aller de positivité en positivité. Je pense qu'on n'a pas à se craindre, on n'a pas à craindre. Et même aussi, à l'intérieur du Burkina aussi, il y a des associations avec qui nous partageons effectivement les mêmes idéaux, avec qui nous comptons sortir très prochainement pour effectivement soutenir encore ce peuple frère malien, à qui nous demandons de tenir bon et que la victoire est proche. Merci bien, notre temps d'entretien est terminé. Merci bien à vous, vraiment ça a été court et j'aurais voulu encore dire beaucoup de choses, mais comme on le dit, nous aurons d'autres occasions. Et à cette occasion, nous vous invitons aussi à notre conférence de presse que nous animons le jeudi à 9h, voilà, et vous aurez l'invitation. Merci voilà. bien. Merci bien à vous et merci à Savane. Merci. Je rappelle que nous recevions pour vous M. Roland Bayala. Il est le porte-parole de la COPABF, la coalition des patriotes africains du Burkina Faso. Avec notre invité, il était question de la situation, ce bras de fer entre la CEDEAO et le Mali. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et bien sûr, nous poursuivons avec cette émission et pour la suite, nous allons recevoir des annonceurs sur ce plateau. C'est pour la rubrique Bonnes affaires. Aujourd'hui, nous parlons de marketing digital avec M. Amidou Sawadogo. Il est le coordonnateur des formations en marketing digital au centre CIFEA. Et le centre CIFEA, c'est une filiale de Mira Élevage. Bonjour à vous, M. Sawadogo. Oui, bonjour à vous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On parle de marketing digital avec vous. Effectivement. Bon, parce que quand on entend CIFEA ou Mira Élevage, on pense à des formations en élevage. On se demande que fait le marketing digital donc dans cette formation. Mais on va d'abord découvrir ce que c'est même que le marketing digital, du moins. Est-ce qu'on peut avoir la définition? Ok. Bon, avant de commencer, j'aimerais saluer les téléspectateurs et souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Vivement que la paix revienne au Burkina Faso et aussi que la santé et la prospérité soient les maîtres mots de cette année. Amen. Voilà. Merci. Donc, en ce qui concerne le marketing digital, on peut dire que c'est un composant du marketing opérationnel qui est basé sur les canaux digitaux afin de créer de l'engagement pour obtenir un objectif bien défini. Bon, tout simplement. Ok. Voilà. Ça, c'est vraiment une définition technique. Peut-être qu'il faut plus détailler pour... Ok, bon. Donc, nous allons reprendre de la manière la plus simple en disant que le marketing digital, c'est l'ensemble des moyens utilisés, notamment les réseaux sociaux, les plateformes publicitaires et autres, à travers des stratégies bien définies afin d'atteindre des objectifs, c'est-à-dire cibler une audience, ainsi que... Et je vais dire, toucher une cible à partir
des moyens digitaux. D'accord. Bon, le marketing digital, hein, quand on en parle comme ça, c'est peut-être le fait de vendre aussi ses produits en ligne. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup le font. Comme si moi je possède par exemple une boutique de vêtements, je peux faire des photos, publier sur Facebook, publier sur WhatsApp et après on fait des commandes et voilà, je livre après. Est-ce que ça rentre aussi dans le cadre du marketing digital? Oui, ça rentre dans le cadre du marketing digital vu que c'est un objectif que vous voulez atteindre. Raison pour laquelle je parle d'objectif. D'accord. Votre objectif, c'est de pouvoir vendre. L'autre objectif, ça peut être quoi? L'autre objectif, c'est de pouvoir véhiculer des informations. OK. Et c'est-à-dire, peut-être, bon, on va pas parler de politique, mais souvent, on a des événements où on veut véhiculer, on veut balancer les informations, toucher le plus de monde possible, notamment lors des foires et autres. D'accord. Alors, quels sont justement les débouchés aussi du marketing digital? Oui. Ça tombe bien. Quand on parle de marketing digital, les débouchés peuvent être entre autres l'assistant technique en marketing digital qui est sous la supervision du directeur marketing qui élabore les stratégies et le chargé du marketing digital, lui, il implémente la stratégie sur le plan technique. Maintenant, nous avons également les social media managers qui vont élaborer la stratégie opérationnelle sur le plan digital, je vais dire. Et maintenant, à partir de là, ils vont exécuter les stratégies et maintenant, afin de générer le capital ou le bénéfice qui est envisagé jusqu'à la fin. Alors, concrètement, vous voulez dire, est-ce que si on suit par exemple des cours en marketing digital, après, quel travail on peut mener? Bon, entre guillemets, dès que vous finissez la formation, vous pouvez être un e-commerçant. D'accord. Ça, vu qu'on parle d'entrepreneuriat, un e-commerçant qui est le fait de vendre en ligne. Ok, un commerçant qui vend en ligne. Voilà. Et à la suite de ça, vous pouvez travailler dans les grandes entreprises aussi qui ont une équipe de marketing où vous allez intervenir sur le plan marketing digital. Ça vous fait... Par exemple, au sein de l'entreprise, c'est vous qui vous occupez donc de vendre l'entreprise en ligne, par exemple. Effectivement, effectivement. Parce que dès le moment qu'on se rend compte que nous avons 2 millions d'utilisateurs de médias sociaux selon We Are Social au Burkina Faso, ça prouve déjà que nous avons une cible, nous avons une audience importante au Burkina Faso. Et les 2 millions, c'est juste les utilisateurs de médias sociaux. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres personnes qui utilisent Internet, mais qui ne sont pas sur les médias sociaux. Oui. Donc, eux aussi, c'est une cible à toucher. Alors, et quel est l'impact du marketing digital sur les entreprises? Ok, en ce 21e siècle, le marketing digital est très important. Nous avons Bill Gates qui dit qu'en ce 21e siècle, si votre entreprise n'est pas sur Internet, elle est hors du business. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que le monde est de plus en plus connecté et les gens passent plus de temps sur le digital que sur la vie en général comme ça. Donc, ce qui veut dire que c'est une opportunité pour les entreprises de marquer leur présence sur Internet et d'accroître leur chiffre d'affaires. Alors, ce qui est bien, c'est que Mira Élevage, ou le centre Ciféa, justement, qui est une filiale de Mira Élevage, introduit maintenant le marketing digital et vous êtes justement un des formateurs en marketing digital au niveau de ce centre. Est-ce que qui peut justement participer à cette formation que vous offrez? Ok, peuvent prendre part à cette formation toute personne qui est motivée, qui a l'envie de faire connaître son entreprise sur Internet. Et nous avons généralement aussi les étudiants en marketing qui peuvent ajouter cette compétence de marketing digital à leur arc. Mais également, nous avons les jeunes entrepreneurs qui débutent parce que faire la communication de son entreprise n'est pas une chose facile dès qu'on débute. Mais avec le marketing digital, tout devient facile.
Quel que soit le domaine dans lequel votre entreprise intervient, vous pouvez faire la formation. Vous pouvez faire la formation, quel que soit le domaine. Que vous soyez un soudeur, que vous soyez un agriculteur, que vous soyez un commerçant simple, même un vendeur de boutique peut participer à la formation. Et dès qu'il participe à la formation, il verra la très grande différence qu'il y avait entre le moment où il n'avait pas encore commencé la formation et le moment où il a fini de faire la formation et il a commencé à appliquer les stratégies de marketing digital. Les conditions pour participer à la formation? Bon, les conditions pour participer à la formation, c'est toujours s'acquitter des frais de formation qui s'élèvent à 110 000 francs ou vraiment passer au centre CIFEA, qui est une filiale de Mira Élevage, pour bien sûr prendre plus d'informations sur le début des cours qui va commencer le 1er février. Voilà. Nous en avons parlé d'ailleurs avec le PDG de Mira Élevage la dernière fois. Et puis bien sûr, vous avez les contacts qui sont affichés et vous pouvez tout simplement appeler pour entrer en contact avec Mira Élevage et le centre CIFEA et profiter de cette formation en marketing digital. On aura d'autres occasions encore pour parler de marketing digital. Merci à vous, M. Sawadko. C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous en attendant. M. Amidou Sawadko est coordonnateur des formations en marketing digital au centre CIFEA, qui est une filiale de Mira Élevage. Nous allons accompagner notre invité avec un micro-trottoir. Il s'agit du micro-trottoir concernant le thème de un nœud sur la société. Le temps d'installer Youssef pour la suite. Initier les élèves au métier, ça leur permet de pouvoir aussi gérer leur propre avenir en eux. Parce que je vois qu'après les études, il y a beaucoup d'élèves qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie courante. Parce qu'ils ont les diplômes, mais ils n'ont pas de boulot. Mais je pense que dans les salles de classe, si on mettait au moins un apprentissage technique, je pense qu'après les études, ils pourront utiliser quand même ces savoirs-là pour pouvoir exercer dans la vie courante. Je pense que c'est quand même une bonne initiation de vouloir quand même initier les élèves là au métier. Actuellement, le domaine est saturé. Vous savez, les études, en tout cas, si toutefois on peut s'orienter vers faire des petites activités, en tout cas, ça peut aider et même à bien poursuivre ses études. Par exemple, si on le fait à bas âge, en tout cas, ces élèves en tout cas peuvent s'auto-employer. Le gouvernement n'arrive même pas à satisfaire les besoins des élèves. Donc si les élèves ont un peu quelque chose à faire pour avoir un peu d'argent, ils pourraient un temps soit peu réduire les trucs et satisfaire les besoins. Donc je pense que du point de vue individuel, les élèves doivent s'initier pour satisfaire leurs besoins. Ils ne doivent pas attendre tout du gouvernement. Je dirais que les initier à un métier, ça serait une bonne proposition. Parce qu'aujourd'hui, rien ne sert d'avoir la connaissance théorique si on n'a pas la connaissance pratique. Donc les initier à un métier, peut-être même dès le début, à la base, ça serait en tout cas une bonne proposition. Initier les élèves dans un métier, pour moi je trouve que c'est quelque chose de très bien, c'est avantageux pour l'élève. Parce que de nos jours, on constate qu'après les études, surtout pour ceux qui font le général, qu'après les études, il y a d'autres qui finissent, qui soutiennent, qui font des stages, mais qui sont toujours à la maison et qui ne peuvent même pas, qui sont obligés de toujours compter sur les parents parce qu'ils n'ont appris aucun métier. C'est difficile pour quelqu'un en tout cas, puisque le métier, ça s'apprend dès le bas âge. Arrivé à un certain âge, c'est compliqué d'apprendre. Donc en ce moment, c'est vraiment difficile pour cette personne. Elle est obligée de faire de porte à porte et de toujours compter sur les parents. Donc je pense en tout cas, j'appelle les parents tous les parents à quand même penser au moins à ne pas se focaliser seulement sur les études, disant que non, quand la femme aura son diplôme et autres. Parce qu'on constate que de nos jours, vraiment, il y a plein d'étudiants qui sont là sans boulot. Il faudra que l'État va voir de ce côté, puisque ce n'est pas forcé que les gens là vont travailler, tous les gens là vont travailler dans l'État. Eux aussi, ils peuvent faire quelque chose aussi à quelque part. Et en plus, même si
des gens ne refusent pas dans l'école, ils peuvent aller travailler de l'autre côté pour pouvoir gagner pour eux, quoi. Merci aux Burkinabés qui se sont prononcés au micro de Pakisba Mariam Ouedraogo et qui nous disons merci. Le thème du jour, nous nous intéressons donc à l'initiation au métier dès l'école. Donc, pourquoi on doit justement initier les élèves à des métiers concrets dès l'école, dès le bas âge. Nous en parlons avec Serge Youssef Ouedraogo, notre chroniqueur de la chronique Un œil sur la société. Karasamba, bonjour. Bonjour Abzeta. Bienvenue. Merci. Alors, Youssef, tu as justement écouté les avis des populations. Pour beaucoup, il faut commencer à apprendre aux enfants un métier parce qu'on voit le résultat aujourd'hui, à l'enseignement général après qui produit des chômeurs, ils ne savent rien faire. Bon, nous en parlerons tout à l'heure. Mais est-ce qu'actuellement, le constat qui est là, est-ce que nous apprenons dès le bas âge, dès l'école, des métiers à nos élèves? Oui, avant de répondre à votre question, je vais donner la permission pour dire bonjour aux enseignants et aux élèves inspecteurs qui sont actuellement à Koudougou pour faire des recherches par rapport à ça, pour pouvoir enseigner les métiers à la base. Je vais saluer particulièrement M. Kouala Sibri et l'élève inspecteur qui travaille dans ce sens. Donc, pour revenir à la question, pour dire aujourd'hui que dans le système où nous sommes, il faut apprendre à l'enfant dès l'école à faire quelque chose. Quand on dit à faire quelque chose, c'est de pouvoir faire quelque chose avec les 10 mains. Les 10 doigts. Les 10 doigts. Oui, voilà, les 10 doigts plutôt. Oui, voilà. les 2 mains. Ça veut dire que quand on apprend l'enfant, à la base, l'enfant, il reçoit rapidement. Quand l'enfant continue avec ça, en 6e, à l'école, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des écoles professionnelles. Donc, l'enfant ne fait que choisir un métier. Aujourd'hui, il y a des personnes, quand vous les rencontrez, vous dites, vous avez commencé à chanter. J'ai commencé à chanter à 9 ans, à 6 ans. Donc, c'est parce qu'à l'école aussi, on fait le chant. Voilà. À l'école aussi, il y a la poterie. Donc, ce sont des petits métiers comme ça qu'on initie, même au niveau du secondaire. Parce que quand on parle de la base, une fois qu'on forme à la base, arrivé en 6e, on ne fait rien encore. Si ce n'est pas encore, aller après le BBC aujourd'hui, qu'on est en train de faire une nouvelle approche pour dire qu'il y a des lycées professionnels. Sinon, avant, à notre temps en tout cas, il n'y avait pas ces lycées professionnels. Il n'y avait pas beaucoup de lycées professionnels. C'était le centre Osro et puis le CT de Koudougou où on pouvait avoir des techniciens, puis le LTO. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas suffisant et on va le dire. Oui, ce n'est pas suffisant, mais avec la nouvelle donne, je pense que le ministère a pris conscience. Ils sont en train de vraiment faire beaucoup d'efforts. Vers les métiers. Voilà, vers les métiers pour que les enfants puissent avoir quelque chose, s'auto-employer après l'école, au lieu d'apprendre la littérature. Je vais être fonctionnaire, pourtant tout le monde peut être fonctionnaire. Attention, on a besoin aussi de littéraires dans cette société. On a besoin de sociologues, on a besoin des hommes de droit. On a besoin, d'accord, on a besoin de littéraires. Donc, je ne vais pas te permettre de dire que nous sommes inutiles, non? Non, je n'ai pas dit ça. C'est un complément. S'il y a des littéraires, il y a aussi ceux qui peuvent, donc on se complète mais s'il y a beaucoup de littéraires, et de l'autre côté, vous voyez que c'est vous encore qui allez payer ceux aussi qui disent qu'il n'y a pas de boulot là. Voilà. Parce qu'on dit que c'est vous qui travaillez. Alors, Youssef, est-ce que ce qui est fait dans nos programmes scolaires actuellement peut permettre aux élèves d'apprendre ou de connaître ou de pratiquer un métier au sortir de la formation académique? Il faut avouer sincèrement que ce qui est fait actuellement dans le programme scolaire du MENA que je connais ne peut pas amener un enfant à la sortie, apprendre un métier. Ce n'est pas possible. Dans le programme scolaire, j'ai enseigné sur le terrain, et j'ai été en brousse, je suis revenu, j'ai vu, on enseigne, mais c'est comment on appelle ça, c'est des façons sommaires qu'on apprend, voilà, les enfants, comment fabriquer les canaris, comment fabriquer... Mais Youssef, je pense que pour les jardins d'école, les canaris, ça même, c'est plus tellement d'actualité ici. Bon, pas tellement d'actualité, pas tellement à l'ordre du jour, mais il y a quelques écoles, voilà, on peut prendre 25% comme ça, les écoles font toujours le jardinage. Voilà, ils font tout le jardinage et ça aide. Sinon, beaucoup ne pratiquent pas ça. Voilà, faire le modélage, voilà, faire le bricolage, voilà, faire les guirlandes, ça ne peut pas amener un enfant
à embrasser notre... Voilà. Mais il y a surtout les écoles privées, les écoles non formelles, voilà, qu'on appelle les écoles de village, voilà, les écoles non formelles. Voilà. Mais les écoles classiques, beaucoup ne font pas. Sauf vraiment quand même Voilà. là où on fait la formation technique et professionnelle pour les menuisiers, les soudeurs, les électriciens. Oui, mais là c'est pas au niveau de l'école primaire. Oui. Là, c'est au niveau du secondaire avec les écoles professionnelles dont j'ai cité tantôt, Centre Ostro, les LTO, les techniques de Koudougou, mais avec l'arrivée de Waro, avec le président Roch Marc, ils ont mis notre politique, la politique en marche pour pouvoir continuer les lycées professionnels. Peut-être que c'est là qui va aider un peu. Sinon, actuellement, vous allez initier un enfant à faire la poterie, initier un enfant à faire du bricolage. À partir du CM2, l'enfant va en 6e, c'est fini. L'enfant n'apprend plus ces différents métiers que vous avez fait à l'école. Donc, l'enfant ne peut pas se servir de cela. Mais aujourd'hui, avec le 6e, à partir de la 6e, là, il y a des écoles professionnelles, il y a des lycées professionnels où l'enfant peut s'orienter, faire la mécanique, la soudure. Vous savez qu'aujourd'hui, on porte beaucoup de pain tissé. Tout ça, ce sont des métiers à la base. Donc, il faut apprendre ça aussi aux enfants en classe. Et quand l'enfant sera grand, il pourra aussi embrasser le métier des tisserands, etc., de menuiserie, de soudure, etc. Mais votre question, je l'ai répondu, actuellement avec le système, on ne peut pas... On ne forme pas des métiers. On ne forme pas des métiers. Des personnes qui vont pratiquer donc des métiers. Tu as cité assez d'exemples concernant les métiers qu'on peut apprendre. Est-ce qu'on peut revenir sur ces exemples-là? Oui, les métiers qu'on peut apprendre, aujourd'hui, la soudure est là, la menuiserie est là, la maçonnerie est là, la mécanique auto, la mécanique... moto aussi, vous savez que le Burkina Faso consomme plus de motos. Donc, tous ces différents métiers-là, les enfants peuvent apprendre ça. La couture, la coiffure. Voilà, la couture, la coiffure. Voilà que tu es bien coiffé. Donc, ça, c'est déjà des métiers de base. Si on les apprend aux enfants, je pense qu'il y a des enfants qui vont continuer dans ce sens et surtout employer. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher de l'emploi, aller s'aligner pour faire des concours. On sait que dans les pays comme le Ghana, eux, ils sont plus en avance concernant l'entrepreneuriat ou l'apprentissage de métiers. Au Ghana, par exemple, on a un système qui inclut le fait d'apprendre un métier. Comme on le dit souvent, le Ghanéen qui confectionne des chaussures est riche quand même et il est indépendant, c'est un entrepreneur plein. Pourquoi on n'arrive pas à copier ces exemples anglophones? Il faut dire qu'au Ghana, ils apprennent ça à l'école et quand l'enfant évolue avec ça. Après, l'enfant fait son choix. Si je vais être journaliste, je vais être maçon, je vais être soudeur, je vais être ceci. L'enfant s'oriente à partir de la 6e ou bien à la seconde et puis il continue. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Mais je vous dis que quand j'étais un peu sur le terrain des années, bon, je me rappelle pas de la date, mais il sait qu'il y avait une expérience que notre système éducatif avait essayé, qu'on appelait les APC, approche par les compétences. C'était le système ghanéen qu'on avait aussi vu, qui était bon. On était aussi allé là-dedans pour aller. Mais l'approche par les compétences, c'est un système anglophone. C'était d'initier les enfants au métier à la base pour pouvoir les amener très loin. Mais vous savez que toujours, on a toujours dit que le Burkina Faso a toujours des bonnes idées. Et les lois, on les vote, mais pour les mettre en pratique c'est compliqué. Donc, nous-mêmes, on a fait des concours professionnels avec cette approche. Mais par la suite, ils vont toujours dire que les moyens font défaut. Parce que dans cette approche, il y a beaucoup de choses qui y concourent. Il faut former les enseignants. Il faut former les parents d'élèves même qui vont comprendre l'importance des métiers qu'on veut apprendre aux enfants. Il faut former l'APE, et les mères éducatrices. Et il faut sensibiliser tout le monde. Voilà, donc, vu, on va dire que les moyens font défaut. Voilà, donc on arrive au milieu et on va encore recommencer une autre technique peut-être. Alors Youssef, notre temps est vraiment terminé. On sait que les Assises nationales de l'éducation justement apporté aussi des solutions ou des propositions pour qu'on aille vers l'apprentissage des métiers dès les écoles. Est-ce qu'on se demande maintenant, est-ce que l'application, comme tu l'as dit tout à l'heure, sera effective? Est-ce que les Burkinabés vont déjà accepter d'aller dans ce sens? Oui, ils vont accepter parce que dans la mesure où eux-mêmes, ils prennent chaque fois, il n'y a pas de travail, il faut aller dans des écoles professionnelles, il faut apprendre nos métiers. Donc, ils vont aller sur là. Maintenant, ce n'est pas les assises le problème, c'est la politique éducative même. Il faut que le ministère, les autorités du système
ils ont le courage d'aller vers ce que les assises ont dit. Voilà. Sinon, c'est de prendre encore les tests et les ranger dans les tiroirs et puis on dit que, voilà, non, mais s'ils appliquent, les gens vont... C'est pour que l'homme de demain, le gouvernement de demain soit meilleur. Donc, les gens vont accompagner. Mais il ne faut pas aller vous enfermer et puis prendre des décisions et puis ne pas les appliquer comme d'autres décisions qui n'ont pas été mises en valeur. Et on parle d'éthique, mais depuis quand on parle d'éthique, mais c'est concret. Même si aujourd'hui nous sommes en train d'aller vers l'éthique. Pourtant, c'est obligé. Il faut concrétiser les décisions. Merci à toi, Karen Samba. Merci à la diffusion pour ces quelques minutes accordées. Notre temps est terminé à mardi prochain. Si Dieu le veut. Inch'Allah, Dieu le voudra. Merci à la diffusion pour ces quelques minutes accordées. Merci à la réalisation. Merci à tout le monde. Rendez-vous demain pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. En attendant, restez fidèles au programme de Savane TV. Au revoir.